Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur la capsule Above the Rim sur la chaîne du Symposium Basketball Performance. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une entrevue avec Sébastien Morin, préparateur physique très expérimenté, spécialisé dans le basketball. Alors Seb, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a travaillé avec beaucoup de joueurs NBA, il a travaillé avec des joueurs d'Euroleague. Il a travaillé également dans le championnat français de basketball qui s'appelle aujourd'hui Jeep Elite et qui s'appelait avant la Pro A en fait. Alors Seb, maintenant je vais te passer le relais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour tout le monde. Sébastien Morin. Donc, je suis préparateur physique, comme tu as dit, dans le basket. Ça fait à peu près 15 ans que j'évolue dans le haut niveau. Alors moi, la particularité que je peux avoir, c'est que j'ai pu fréquenter aussi bien les équipes professionnelles, puisque je suis resté 5-6 ans avec Cholet Basket, et Galatasaray Istanbul également. Et j'ai fait les équipes pro et j'ai fait également le coaching privé avec des joueurs, donc individuels, donc rien à voir avec les équipes. Et là, ça m'a permis de côtoyer justement le monde de la NBA et de l'Euroleague. Donc en NBA, j'ai pu fréquenter, j'ai entraîné pendant toute sa carrière Kevin Séraphin, en sachant que Kevin, je l'avais eu déjà au centre de formation à Cholet, donc on a fait quasiment 15 ans ensemble. Et puis donc on a voyagé, on a eu des expériences au Washington Wizards, New York Knicks, Indiana Pacers. Donc voilà, et là à l'heure actuelle par exemple, je m'occupe de Rodrigue Beaubois qui joue en Euroleague à Efes Pilsen à Istanbul. Parfait. Alors, je vais enchaîner donc sur la prochaine question. Ça fait longtemps maintenant que tu es dans la préparation physique et moi j'ai eu la chance de te rencontrer un petit peu au début de l'aventure, c'était 2005. En fait, tu me supervisais dans mon stage en brevet d'état des métiers de la forme. Donc, tu vois la préparation physique depuis longtemps. Tu es dans ce milieu au plus haut niveau depuis longtemps. Pour toi, comment est-ce que tu l'as vu évoluer? C'est une bonne question. Il y a une évolution de la préparation physique dans le basket. C'est-à-dire, par exemple, quand j'étais moi à Cholet Basket en 2005-2006, j'étais l'un des premiers à avoir un temps plein pour s'occuper d'une équipe professionnelle. Donc avant, ce qui se faisait beaucoup, par exemple, c'était de prendre des profs de PS, s'occuper d'athlètes. Donc, Il y avait ça, c'est haltérophilie aussi, hein, des haltérophiles au tout il y début, avait non? des haltérophiles, ouais. C'est plus les Et, techniques. voilà, donc ça a été une évolution. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus quand même de préparateurs physiques Ouais. qui sont engagés dans les clubs, même si c'est pas encore une vérité absolue. Alors dans certains sports, si, ça l'est, le rugby, le football. C'est vrai que dans le basket, on constate toujours que toutes les équipes professionnelles n'ont pas un vrai préparateur physique. Donc quand je dis un vrai préparateur physique, c'est quelqu'un qui est diplômé dans ça, qui en fait vraiment son job tous les jours, Ouais. et Un pas pro. juste quelqu'un qui ouvre un bouquin, par exemple, ou qui a suivi une formation de 2 jours et qui va transférer ça sur des athlètes, quoi. Ouais. Donc ça, c'est bon. La première évolution, elle reste quand même positive, puisqu'on voit qu'il y a une prise de conscience quand même de la préparation physique à former des athlètes. Après, dans les méthodologies et tout ça, euh, alors moi, c'est assez bizarre parce que j'ai pas vu énormément d'évolution dans tout ce qui est méthodologie, c'est-à-dire qu'on reste toujours sur les mêmes principes, mais il faut bien les faire. Alors après, il y a des choses qui se sont greffées, bien sûr, mais par exemple, là où je veux en venir, c'est que par exemple, on parle beaucoup depuis quelques années de tout ce qui est kettlebell et tout ça. Ouais. Mais les kettlebells, ça fait 70 ans ou 80 ans que ça existe. C'était les Ouais. Russes qui utilisaient ça déjà. Donc c'est pour ça que peut-être que c'est nouveau dans le monde de la préparation physique d'utiliser ces outils-là comparé au début quand j'ai commencé en 2005, mais au final, ce sont des outils qui existent depuis très 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 longtemps. Ouais. Et donc, on n'a pas inventé grand-chose. Par contre, on a cette nécessité d'avoir une rigueur dans tout ce qu'on fait. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans la préparation physique, c'est la rigueur qu'on doit avoir malgré des outils qui existent depuis X années. Oui, c'est ça. Kettlebell a été remis en avant par Pavel Tsatsouline, en fait, hein. Des fois, Ouais, je trouve des articles qui disaient que ça venait même de Turquie, qu'il y a un ancêtre du kettlebell qui vient de Turquie et que à l'époque où la Russie a un peu chuté en termes de finances, ils ont utilisé ce matériel qui était finalement moins coûteux pour justement pouvoir continuer à faire de la préparation physique, tout ça.
C'est ce que j'avais appris un peu sur le kettlebell. Mais donc, c'est ça. Toujours dans cette question en fait de l'évolution de la préparation physique. Maintenant, moi, je trouve que on a les réseaux sociaux qui se greffent à ça. Et ça peut être intéressant dans un sens, je ne sais pas comment tu le perçois, moi je trouve que ça peut être intéressant parce qu'en fait, on peut trouver du bon contenu et ça peut être dangereux parce qu'il va y avoir des gens qui peuvent être très populaires mais qui ne proposent pas forcément du bon contenu. Et il y a aussi surtout la perception, ce qu'on voit. Est-ce que ce qu'on voit est transférable pour le basketball? Puis j'ai l'impression que parfois non, mais des personnes qui vont être peut-être un peu moins expérimentées, qui veulent aider leurs joueurs, vont inclure tout type d'exercice qu'ils ont vu passer sur leur fil. Et ce n'est pas toujours, à mon avis, bénéfique pour le joueur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bon, les réseaux sociaux et tout ça, il faut toujours le prendre avec des pincettes. Il faut faire gaffe quand même. Ouais. Oui, il y a du très bon contenu, oui, il y a du très mauvais contenu. Ça, c'est une évidence. Il y a beaucoup plus de mauvais contenu d'ailleurs, je pense. Maintenant, le problème, c'est que la préparation physique ne se résume pas à prendre un exercice et à l'ajouter dans une séance. La préparation physique, c'est une vision sur du long terme, sur une saison, on va dire, ou sur plusieurs mois, où il doit y avoir une progression dans les exercices, où il doit y avoir une logique, où il faut que les exercices soient adaptés à la personne. Et la chose, c'est que chaque personne est différente. Chaque personne est vraiment différente. Ça veut dire qu'en fonction d'une morphologie, certaines personnes ne pourront même pas faire un back squat. Il faudra plus faire du front squat ou du step up ou des choses comme ça. Bref, on peut élargir ça sur quasiment tous les mouvements. Alors donc, le problème des réseaux sociaux, c'est quoi à l'heure actuelle? Peut-être, c'est que oui, les exercices sont super bons. Alors ça peut des fois aider dans la créativité, dans l'ouverture d'esprit également, pour des gens qui sont déjà professionnels, on va dire, qui maîtrisent l'information, qui maîtrisent l'outil. Mais est-ce que c'est adapté pour tout le monde? Ça, j'en suis pas sûr. Et c'est là où il peut y avoir souvent des problèmes. C'est-à-dire que moi, je vois des fois des joueurs, je dis pourquoi tu fais ça? J'ai vu ça sur Instagram, ça paraissait cool et tout ça. Ça a l'air cool, alors je le Ok, fais. j'ai dit ok, mais là, tu es juste en train d'abîmer tes genoux en fait. Parce que tu as des problèmes de tendinite rotulienne, parce que tes muscles fessiers ne sont pas activés, parce que machin. Alors c'est vrai que la personne que toi, tu as vu faire cet exercice probablement était très très bien. A fait cet exercice-là parce que ça lui correspondait, parce que tous ses muscles pouvaient s'activer, parce que sa morphologie, parce que son passé au niveau pathologie, tout ça, c'était OK. Ouais. Mais en l'occurrence, pour toi, ça ne l'est pas du tout. Et si tu continues, tu vas te blesser. C'est une évidence. Ouais. Donc je pense qu'il faut regarder ce qui se passe, parce qu'il y a des choses, oui, intéressantes. Maintenant, il faut juste être compétent et donc avoir une grosse connaissance pour savoir est-ce que c'est adaptable sur moi ou sur le joueur que j'entraîne. C'est ça, et garder l'exercice dans le cadre, en fait. Dans le cadre. Et donc, tu as parlé de méthodologie et de personnalisation, et ça m'amène à la prochaine question. En fait, c'est ce qu'on va voir encore une fois de plus, souvent avec YouTube et tout. Certains essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, surtout des coachs, et ce qui fait que souvent, on va voir des entraîneurs qui vont prescrire certains exercices qu'ils ont vus à des joueurs, à des jeunes, hein, on est en train de parler de jeunes joueurs sur celle-là, et souvent, moi, ce que je remarque, c'est que ce n'est pas adapté au joueur à la période qu'il est en train de vivre dans son développement. Pour toi, dans ta méthodologie, c'est quoi les étapes du développement athlétique du joueur? Un petit peu ce que tu faisais à Cholet pour avoir envoyé autant de joueurs à haut niveau. Bon, tout d'abord, quand tu prends un jeune en considération, euh, la première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est même pas une question d'entraînement, c'est une question de respect. C'est une question de respect et d'attitude avec l'enfant. C'est-à-dire que c'est un jeune qui est en plein changement, qui se pose beaucoup de questions, qui a des rêves, qui a des volontés, qui ne sait pas s'il va y arriver, qui ne sait pas s'il est dans la bonne voie, qui sait pas. Et la première chose qui est très importante dans ce que tu prends en considération un jeune, c'est d'établir un lien entre toi et lui. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que si jamais le jeune ne croit pas en toi, ou si toi, tu montres que tu ne crois pas en lui, déjà, tu peux faire toutes les meilleures préparations derrière, c'est voué à l'échec. Il faut qu'il y ait un esprit de confiance, il faut qu'il y ait un relationnel
entre les deux. Il faut vraiment qu'il y ait une sorte de respect. Moi, j'ai toujours eu cette volonté avec les jeunes que j'ai eus, et c'est pour ça que 10 ans, 15 ans après, il y en a qui me rappellent, mais c'était toujours de m'intéresser d'abord aux jeunes plutôt qu'aux potentiels athlètes qu'ils pourraient être. Je voulais savoir exactement comment, dans quel mindset tu es à l'heure actuelle, d'où tu viens, quelles sont tes visions, voilà. J'avais plein de questions comme ça m'intéressait. Je voulais savoir dans quel état d'esprit il avait grandi. Je voulais savoir au niveau familial comment c'était. Je voulais vraiment savoir, avoir une vue à 360 degrés de l'enfant, Ouais. de l'adolescent. Je pense que ça, c'est très important. Et tu as vu que là, c'est une grosse partie parce qu'on peut facilement passer 3, 4 bons mois, même une année, la première année, par exemple, en centre de formation, à vouloir comprendre, connaître. C'est deux choses différentes. Entre connaître le jeune et le comprendre. C'est deux choses différentes qui demandent beaucoup de temps. Et après, une fois j'avais ce système-là, en fait, ça permettait d'intégrer un cadre de travail beaucoup plus sain, parce qu'on peut toujours travailler, mais dans des conditions qui ne sont pas saines, tandis que là, c'est des conditions saines, puisqu'il y a une relation qui a été créée. Et à partir de là, en fait, c'est de connaître maintenant, plus au niveau biomécanique et tout ça, le jeune, en sachant qu'il va énormément changer. Donc, c'est toute la complexité quelque part. Ouais. Mais ça prouve aussi que c'est du jour par jour et que c'est d'année après année, qu'il y a vraiment une évolution. Il faut qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait une progression et surtout, il ne faut pas brûler les étapes. Et ta première étape, c'est le lien de confiance. Voilà, ouais. Et après, tu as tous les tests de mesure, bien sûr. Donc, les tests de mesure, il y en a plein. Mais par exemple, tout ce qui va être les tests de mobilité, tout ce qui va être des tests de psychomotricité et tout ça, il y a plein de tests à faire pour voir un petit peu, maintenant, plus connaître l'enfant en détail et voir comment il bouge, comment il peut fonctionner, qu'est-ce qui est capable, quelles sont ses faiblesses, etc. etc. Là, tout à l'heure, j'ai dit un truc, mais il faut pas être pressé. Ouais. Il ne faut pas être pressé. Souvent, l'erreur est là. C'est-à-dire qu'on peut… 12 semaines dans le basketball, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Et puis surtout, en fait, c'est que je vais parler d'un cas, mais j'avais un joueur que j'ai entraîné et je crois que je lui ai interdit de faire de musculation et du squat et tout ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que tous les tests montraient que si j'allais faire ça, la technique n'allait pas être bonne, parce qu'il ne maîtrisait pas sa respiration, par exemple. Tu vois, ça, c'est des bases. Quand tu gères un jeune, il y a beaucoup de bases à avoir. Si jamais tu les sautes, c'est déjà terminé. Alors ça, c'est génial ce que tu viens de dire. Ça, c'est génial ce que tu viens de dire, parce que pour beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder qui ne perçoivent pas la préparation physique dans ce sens et qui se sont dit, bon, dès que je vais avoir un gamin, dès qu'il est en âge, je le mets sous une barre de squat. Ou alors, je dis le squat, mais ça peut être n'importe quoi. Mais ce que tu dis justement, que d'après les tests, tu as vu que pendant un temps, il ne pouvait pas faire tel et tel exercice, c'est super intéressant. Et c'est quoi justement ton protocole? Ou comment est-ce que tu l'amènes à faire les exercices que tu veux qu'il réalise finalement? Ouais, alors après, on sait qu'il y a on a des exercices de base. C'est pour ça qu'on parle souvent de ces exercices-là, mais le squat reste un must. Le développé couché pour certaines disciplines reste un must. On pourrait en parler, mais moi, tu sais que je ne suis pas un gros fan du développé couché au niveau basket. Mais ça, on peut en parler. Après, il y a le soulevé de terre qui reste un must. Voilà. Donc, il y a des exercices de base, des tractions et tout ça. Mais ce n'est pas les premiers exercices que je vais enseigner. Avant ça, généralement, j'ai une quinzaine d'exercices pour chaque muscle, chaque exercice majeur que je viens de te citer. J'ai à peu près une quinzaine d'exercices de progression au poids de corps qu'on va ensuite complexifier, qu'on va peut-être renforcer sur des appuis bipodales, unipodales. Ensuite, on va peut-être renforcer plus les muscles du fessier, la chaîne postérieure, avec des mouvements bien ciblés et tout ça. Et c'est ça qui fait qu'au bout de 2 ou 3 ans peut-être, on va pouvoir avoir une notion de squat, etc. Mais pas dès le premier jour. Une adaptation anatomique linéaire. Voilà. Ouais, je te dirais que moi-même, je fonctionne un peu de cette façon. Puis, je ne sais pas les réactions que tu as par rapport à ça. Je vais te donner un exemple. Moi, quand je travaille avec des jeunes, je les prends, généralement, ils ont autour de 12 ans. Et il y a certaines personnes qui s'arrachent
les cheveux de la tête quand je dis que leur première année, bien souvent, ils n'ont même pas de pliométrie. Parce que je veux développer certaines choses, une capacité de mouvement, et le monde me dit, oh non, mais c'est quand même la base, et c'est là, oui, mais ça prend du temps. C'était juste pour illustrer un petit peu ce que tu disais, mais c'est toujours pareil, faire de la pliométrie, bon, dans une cour de récréation, ils vont en faire. ouais, S'ils oui, font de la corde à sauter, je sais pas s'ils en font maintenant, ouais, ouais, mais c'est ça. bon, voilà, de la corde à sauter, des Si sauts, des un choses jeu comme sur ça, iPad, ils vont le faire. ils vont en faire. Mais nous, notre approche, quelque part, elle ne doit pas forcément être que basée là-dessus et que sur je fais faire, mais c'est de s'assurer que, par exemple, sur la pliométrie, l'absorption au niveau des réceptions, l'impact au sol, sur la réaction de l'impact au sol, etc., que la triple extension soit engagée, soit maîtrisée, soit connue. Il faut que tout ça, devienne une priorité avant de mettre l'enfant sur de la pliométrie. Parce que Juste, faire de la pliométrie à un gamin, c'est très important, mais s'il l'a fait mal, où est-ce ouais, qu'elle est l'intérêt? une seconde, triple extension pour les gens qui vont nous regarder, pour les coachs, c'est extension de la cheville, extension du genou, extension de la hanche. C'est comme quand on saute, quand on va courir et tout. Voilà, apprendre à amortir quelque part, apprendre à amortir et à relancer la machine humaine, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Donc, dans les étapes, c'est ça. Je crée un lien, j'analyse le joueur, et ça prend des skills. Je personnalise et je bâtis petit à petit. Où est-ce que tu places le corps là-dedans? Je le sais, mais je te le demande Euh, à l'interview. bon, Ouais, pour moi, c'est hyper important. ouais, Pour moi, c'est existentiel, c'est impossible de ne pas faire. Maintenant, le corps, souvent, c'est là où on peut avoir toutes les problématiques, souvent dans les gens qui ne sont pas forcément préparateurs physiques ou tout ça. Quand on parle de corps, on va parler de gainage, hein. oui, J'ai jamais trouvé la vraie définition du corps, mais voilà, on va dire que c'est la force qui est au milieu et qui permet d'être dirigée dans les membres sup, les membres inf, ouais, si on schématise tout ça. Mais le corps, en fait, c'est pas le six-pack. ouais. Le problème, c'est qu'on en est un peu toujours là. C'est-à-dire que quand on parle de gainage, ah oui, les abdos. Non, non, non. Le corps, training, le gainage, c'est tout ce qu'il y a entre tes épaules et tes genoux. C'est un peu moi ma définition. Et c'est tout le complexe un petit peu, tout ce qui est pelvien, tout ce qui est lombaire, tout ce qui est même les adducteurs et tout ça. Ça fait partie du gainage. C'est hyper important puisque c'est ce qui va stabiliser ton rachis, c'est ce qui va stabiliser ta colonne vertébrale et c'est ce qui va te permettre ensuite de faire des transferts dans le développement et dans la progression du gamin. Ouais. Donc le corps, pour moi, il est super important. Mais la première base du corps, c'est la respiration. C'est ce qu'on va appeler un petit peu le bracing. Et si tu n'enseignes pas ça dès le plus jeune âge à un gamin, après, il va pouvoir faire plein d'exercices. Le problème, c'est que la base, la fondation ne va pas être maîtrisée. Et à partir de ce moment-là, soit qu'il va y avoir à un moment donné un arrêt dans la progression parce qu'il y a une mauvaise, par exemple, respiration. Et qui dit mauvaise respiration va dire une mauvaise posture également du mouvement. Ou alors, il va y avoir une méconnaissance et donc mauvaise posture et donc blessure. Donc il va y avoir à un moment donné, quoi qu'il arrive, une cassure. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je prends le temps de bien expliquer, en tout cas j'espère, qu'il faut prendre du temps. Parce qu'avant de faire passer les jeunes sur des exercices ou vouloir faire des exercices, il y a par exemple la respiration. La respiration, ça fait 15 ans que je travaille dans la préparation physique. J'apprends toujours à essayer de la maîtriser, la Ouais. respiration. C'est très très important, c'est pas facile, c'est un entraînement comme est le Le mental. diaphragme, c'est un muscle, ça? Pourquoi? Ouais, voilà. Le diaphragme, c'est un muscle, ça? C'est quoi? Voilà. Mais voilà, ça nécessite de l'entraînement, comme le mental, ça nécessite de l'entraînement. Tout ça, ça nécessite de la répétition, de l'entraînement, voilà, de la volonté de faire, et il faut pouvoir être capable de l'enseigner. Oui. Après avoir vu, tu vois, le corps comme ça m'amène vers une question qu'on voit souvent dans le développement, justement, athlétique du jeune, la charge. Est-ce que tu connais mon opinion là-dessus parce qu'on en a parlé très souvent, mais pour toi, c'est quoi? La charge, le développement de la charge chez les jeunes, quand on va entendre beaucoup de gens dire, mais les charges lourdes sur un jeune, ça risque d'être néfaste, ça va bloquer sa croissance, il va se blesser. Moi, je trouve que quand on évoque ça, on est à côté du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue là-dessus? Après, la charge, de toute façon, pour aller dans la performance, à un moment donné, il va falloir travailler avec des charges, quoi qu'il arrive dans le développement. Maintenant, toute la question, c'est pas la charge. À la limite, c'est pas très grave ça.
C'est est-ce que le joueur est capable de soulever la charge? Et est-ce que le gars, avant, a eu toute une progression, une méthodologie qui l'a amené à pouvoir soulever des charges? Alors pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, moi je l'ai déjà vu, des mecs mettre en effet des charges sur un gamin. Et je lui dis, ah mais avant, avant vous avez fait une méthodologie, vous avez travaillé. Ah non, 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 on a fait un petit peu de 4x10 et puis voilà quoi. Parce que tu vois que le mouvement n'est pas maîtrisé. Le mouvement n'est pas maîtrisé et le gamin n'est pas stabilisé. La plupart des muscles ne sont pas activés. Tu vois, tout à l'heure, quand on parlait aussi de tout ce que je pouvais essayer de faire, le protocole pour les jeunes, l'éducation. Oui, L'éducation du corps, c'est-à-dire expliquer au gamin et prendre du temps pour lui dire que tel mouvement, c'est tel muscle qui travaille, telle chaîne postérieure, telle chaîne postérieure ou antérieure. Voilà, l'éduquer en fait ouais. dans ce qu'il Je- fait. Le pire des choses qu'un préparateur physique puisse faire, c'est de faire des exercices juste pour que la personne fasse les exercices. Non, il faut faire les exercices, il faut donner l'exercice, les comprendre pour bien les réaliser. ouais. Donc oui, mais tu vois, moi, ce que je demande, parce que c'est une question qui revient souvent, quand j'essaye de faire simple avec ça, quand j'essaye de faire facile pour que les gens comprennent, je leur explique que généralement, la nature est bien faite. Et qu'en termes de préparation physique, si tu es préparateur physique et que si tu observes et que tu connais les étapes de développement du mouvement, c'est une question qui se pose même pas. Parce que maîtriser un mouvement, c'est long. Il y a des étapes. Déjà, pour que tu arrives à faire le mouvement, une fois que tu arrives à le faire, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le débutant et l'intermédiaire, et on sait même que selon le type morphologique de l'athlète, puis on en a souvent au basket, des grands, bien longs, tu sais que tu peux faire plus de reps avec un peu moins de charge au début et déjà prendre de la force. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu as bien travaillé, quand tu vas augmenter ta charge, ben, grosso modo, c'est juste parce que l'athlète, il sera prêt. Et ça aura pris possiblement des années. Donc, la Ouais. question du jeune sur charge lourde ne se pose même pas. Et ça m'amène à une autre question pour toi. Euh, c'est le rating perceived exertion. C'est le, comment on pourrait dire ça en français, RPE. le ratio, Ouais, c'est un repère pour, c'est un ratio de repère pour perception trouver de la l'effort. charge qui te correspond par rapport à l'exercice. Ouais, justement, ça aussi c'est important parce que les gens pensent que pour développer la force de quelqu'un ou la puissance ou quoi, tu es obligé d'aller, de te mettre par exemple, je vais donner un exemple tout à fait au hasard, sur 4 reps et de finir la dernière complètement explosée, qu'à la limite, tu ne sois pas capable de la monter. Et ça, c'est faux. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de ce ratio-là et de l'intensité qu'on peut mettre sur la barre avec un joueur de basket pour développer de la force ou de la puissance? Bon, si tu me poses ces questions-là, c'est que tu me connais un peu quand même. En fait, le truc, c'est que, alors, moi, avec mes athlètes, ça t'en a pas parlé, mais je pense que ça va rejoindre tout ça. Oui, Je travaille plus du tout avec les pourcentages. ouais, Voilà, c'est un truc, je trouve ça un peu aberrant. C'est mon opinion à moi, c'est-à-dire que je travaille très rarement avec des charges de 80%, des charges de 90%, des charges ou même 40%, on s'en fout. Voilà, donc moi j'ai abandonné ce discours-là. Je travaille beaucoup plus, c'est vrai, que la notion de RPE, de ce que tu parlais. Et pourquoi je parle beaucoup de ça? Parce que une fois de plus, c'est le lien que tu vas créer avec l'athlète. Et le problème, c'est que lorsque tu as fait des tests sur une répétition max, par exemple en septembre, ça t'a ouais, donné un chiffre, ok. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et les pourcentages sont déjà faussés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est surtout, tu ne sais jamais le jour où l'athlète arrive dans une salle, tu ne sais jamais dans quelles circonstances il arrive dans la salle. Est-ce qu'il a mal dormi? Est-ce qu'il a eu des problèmes au sein de sa famille, de son couple, peu importe? Est-ce qu'il a eu une mauvaise note à l'école? Est-ce qu'il a quelque chose qui est en train de le perturber par rapport à X raison? Et ouais. en fait, le fait de donner les pourcentages, ça veut quelque part un petit peu déresponsabiliser l'athlète. Moi, ce que je veux, c'est que lorsque je lui donne... Et certains entraîneurs. Ouais, On suit le plan. mais moi, ce que je veux, en fait, c'est que, comme je t'ai dit, mais ça, tout ça, c'est un process et c'est un lien qui a été créé depuis X temps. Moi, ce que je veux, c'est que le gamin ou l'athlète, confirmé même, sache qui il est et qu'il se comprenne.
Et lorsqu'il arrive dans une salle, je veux absolument qu'il sache que, par exemple, on va travailler sur du 6 répétitions, le truc basique, qu'il sache définir sa propre charge. Alors un jour, ça va peut-être être 80 kilos parce il a la patate ou il a je sais pas quoi. Et puis, pour X raisons, une semaine plus tard, ça va être 76 ou peut-être moins, 74, j'en sais rien. Voilà. Alors, par rapport à ça, déjà, que ça varie de 5 ou 6 kilos, honnêtement, il y en a beaucoup qui vont dire oui, parce que sur la performance, chaque charge est important. Ok, très bien, mais il n'y a pas beaucoup de bénéfices non plus. Et c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, en fait, le gamin, quand il arrive en salle, il se responsabilise, il sait où est-ce qu'il en est, il sait s'il est en pic de forme, il sait s'il est fatigué, il sait s'il a eu des problèmes, il sait. Voilà, je le responsabilise. Pourquoi je le responsabilise? Parce que moi, en aucun cas, je travaille avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Donc, ça veut dire que si l'athlète veut me la faire à l'envers, en fait, ça n'existe pas. C'est jamais arrivé, puisqu'il y a un lien de confiance. Oui. Et tu Tu me vois? rappelles d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec Lisandro Araneda, qui est un préparateur physique ici au Québec et qui forme en France, tout ça, qui me disait il gère beaucoup d'athlètes en tout genre, basketteurs, footballeurs américains, tout ça. Puis il me disait, dans ta planif, il me dit, si ton athlète arrive et qu'il a la patate et qu'il me dit, aujourd'hui j'ai envie de sauter, je vais tout déglinguer, là, je vais faire mes tests de saut, il me dit, fais-le. Il me dit, parce que son mindset, là, il a envie de le faire. Donc, balance-le là-dedans, modifie un peu, prépare-toi un bon entraînement de saut et profite justement de cette vibe-là. Je trouvais ça super intéressant. Il veut faire son deadlift aujourd'hui. Fais-lui faire son deadlift. Là, je parle très global. Je ne parle pas seulement basket. Il disait, mais là, la patate et le mindset, c'est tellement important là-dedans que tu adaptes par rapport à ça. Ouais. Donc, je trouvais ça Mais intéressant. après c'est des philosophies d'entraînement. C'est pas une solution. C'est juste un partage de philosophie. Mais Ouais, moi, je sais qu'à un moment donné, je suis même arrivé avec un joueur que j'ai entraîné pendant très longtemps. C'était même quasiment lui qui choisissait ses exercices à la fin. Et je me rappelle un entraîneur qui m'avait dit, mais en fait, toi, tu fais rien, mais à quoi tu sers? Je dis, mais si, parce que déjà, tu n'as pas vu les 10 années derrière qu'on a établi ensemble. Tu vois pas tout le travail. Et justement, moi, mon joueur, il connaît, il maîtrise, il sait ce qu'il fait. ouais. Voilà. Et moi, maintenant, je vais le conseiller, je vais le driver, je vais le manager. Je ne vais pas le coacher, je vais le manager. Et lui devient son propre coach. Ouais. Ça, Ça, c'est ça va très important. choquer du monde parce que pas tout le monde est rendu là. Ça, c'est très important. Mais attention, ça ne se fait pas en une séance ou en deux Non, non. séances. Moi, la chance que j'ai, c'est que je peux côtoyer des athlètes sur X années. Donc, Ouais. quelque part, je peux les voir progresser, je peux créer des liens, je peux mettre de la pédagogie, je peux mettre beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que c'est ma philosophie de travail et puis que je réagis beaucoup plus comme ça. Ouais. Mais par exemple, sans parler d'athlètes, ça nous est tous arrivé. Toi, Rémi, tu t'entraînes tous les jours. Moi, je m'entraîne aussi pour me tenir la forme, même sans réel objectif et tout ça. Mais des fois, tu sais pas pourquoi, tu as juste envie de faire un swing. Ouais, putain, Oui. voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire du swing. Alors, ça, je sais que je vais travailler ma chaîne postérieure, je sais que machin, mais j'ai pas envie de faire forcément aujourd'hui du deadlift. Ouais. Mais je vais quand même plus ou moins travailler ma chaîne postérieure. Donc, j'arrive à retrouver mon objectif initial avec ce que je voulais faire. Du coup, je me suis engagé à 200% dans ce que je voulais faire, plutôt que si j'avais fait du soulevé de terre qui, à la base, ne me bottait pas aujourd'hui, je me serais donné beaucoup moins dans ce que je fais. Dans ce que je fais. Ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est ce qui a fait arracher les cheveux aux gens qui ont essayé de me coacher. Alors, on va enchaîner avec la prochaine question. Euh, la réalité de la prise en charge en NBA et dans les grosses ligues. Parce que les gens pensent souvent, toujours au jour d'aujourd'hui, que les athlètes sont dans un cocon, qu'ils ont telle personne pour vérifier qu'ils fassent ça, qu'ils ont telle personne pour vérifier qu'ils fassent ça, la nutrition, la préparation physique, tout. On a l'impression qu'au haut niveau, tout est pris en charge. Et or, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas le cas. Que c'est pas le cas, que c'est pas toujours le cas. Toi, tu as eu justement cette expérience des grosses ligues. On en est où là-dedans? Parce qu'on parlait du cas de Dwight Howard, qui, malgré ses 6,5% de gras à l'époque, on s'est aperçu qu'il avait une diète absolument épouvantable, qu'il mangeait l'équivalent par jour de 24 barres Hershey, et il a été obligé d'avoir des changements drastiques dans sa diète parce qu'il commençait à avoir des symptômes physiques. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Toi qui as suivi Kevin, d'autres joueurs en NBA et en Euroleague. Bon,
Ça sera toujours pareil, ça dépend de la politique du club. Tu as des clubs qui vont tout mettre sur le bien-être du joueur et sur le suivi du joueur et tout ça. Ok. Il y a d'autres clubs, c'est pas leur politique, c'est plus la politique, ça va être nous on met tout sur les joueurs en tant que salaire et voilà, mais tout ce qu'il y a autour, ils vont s'autogérer. Donc ça c'est la première chose et ça existe. Ouais. Ça existe, il y a des clubs qui pensent comme ça. Et alors là-dessus, sur ce point de vue-là, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste une réalité. Il faut prendre conscience de cette réalité-là et ce que ça engage à l'athlète. Tout à l'heure, on parlait de l'évolution de la préparation physique. Ça va rejoindre un peu tout ça. C'est-à-dire que s'il y a bien eu une évolution, c'est qu'à l'époque, on se battait pour qu'il y ait un préparateur physique dans chaque club. Maintenant, on est en train de parler des coachs privés comme moi, par exemple, qui interviennent en extérieur dans les clubs pour pouvoir gérer au mieux les joueurs parce qu'à un moment donné, il y a des manques. Il y a des manques spécifiques aux joueurs et tout ça. Donc, l'athlète, lui, veut s'engager. Il prend la responsabilité de prendre un coach privé pour vraiment travailler sur le détail. Alors, quand tu es comme ça, dans cette situation-là, où tu as des clubs qui ne prennent pas tout en considération, par exemple, ou alors tout simplement, parce qu'à un moment donné, parlons honnêtement, même quand tu as un préparateur physique dans une grosse équipe ou 2 préparateurs physiques, tu as 15 mecs à gérer. Ouais. Tu as 15 mecs à gérer. Et oui, bien sûr qu'on fait des choses extraordinaires, on fait des bonnes séances, on fait du bon travail, des bonnes planifications, on donne le meilleur. Ça, il n'y a aucun souci. Mais dans le détail, c'est très, très compliqué parce que moi, par exemple, en position de coach privé, le nombre d'heures que je passe à analyser, à comprendre le joueur, à voir qu'est-ce qu'on peut progresser, où est-ce qu'on peut progresser, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut anticiper, Donc voilà, moi je peux le faire parce que je suis réservé avec un joueur en particulier, mais si j'en avais je ne sais pas combien, forcément je serais moins performant ou je serais moins dans le détail. Ouais. Donc voilà, mais non, tous les clubs n'ont pas forcément des grosses structures, que ce soit en NBA, que ce soit en Euroleague. Voilà, il y a des clubs qui n'ont vraiment pas grand-chose, mais qui ont d'autres priorités. Voilà, c'est pas, une fois de plus, c'est pas un jugement, c'est juste des questions de priorité, des questions de vision. Après, c'est pareil, l'un des gros soucis qu'on peut avoir peut-être dans les clubs privés, c'est le passé du joueur. Un passé, c'est-à-dire un joueur qui travaille avec un coach privé depuis 15 ans et tout se passe très bien. Un joueur qui arrive dans un club qui était super professionnel avec plein de choses autour et puis là, il se retrouve dans un club où il y a moins de choses. Comment ça se passe? Quelle est l'adaptation? Tu vois? Donc souvent, tous ces changements-là, c'est quand même des problèmes parce que tous les clubs ne se ressemblent pas. Il n'y a pas des obligations à voir tous ces détails-là. Je me rappelle, Albert May nous disait qu'en fait, il a jamais. Lui, il a été aux Bulls pour les 6 titres. C'était le préparateur physique des Bulls pour les 6 titres. Et il nous disait qu'il n'a jamais eu Jordan. Il disait qu'il n'a jamais préparé Jordan physiquement. Il a eu tous les autres, mais Jordan avait ses propres gars. Donc, ça dépend aussi, comme tu dis, beaucoup des joueurs, quoi. Ouais, et après, par contre, là, il faut. Alors, moi, ça a toujours été mon truc, mais il faut vraiment il faut la jouer franc jeu avec le club aussi. Il faut avoir une transparence dans les propos, il faut avoir une transparence dans le travail effectué pour pas non plus répéter 2 fois ce qu'il y a si jamais il y a, s'il y a jamais, par exemple, le gars qui s'entraîne avec l'équipe et avec moi. Moi, je me suis jamais posé cette question-là. Par exemple, au Washington Wizards, c'était génial parce que j'avais vraiment une superbe communication avec eux et je savais exactement ce que mon joueur faisait avec eux et je savais exactement ce que moi je devais faire avec lui pour compléter ce qu'il faisait en équipe, en collectif. Donc ça, c'était génial. Après, New York, ça a été un peu différent parce que New York, c'était à l'époque de Phil Jackson où toute personne extérieure au club était mal vue. Donc là-dessus, il a fallu s'adapter. Mais mon discours, c'était pareil, c'était que le club, la franchise reste prioritaire et que nous, on faisait des adaptations à côté. Donc ça nous permettait peut-être de plus travailler sur la nutrition, ça nous permettait de travailler sur la discipline dans le sommeil, sur des choses comme ça, sur la récupération, sur on travaillait. Quoi. Grosso modo, tu t'adaptes aux politiques de la franchise. Après, je pense que c'est ma vision parce que le joueur appartient à la franchise, quoi qu'il arrive. Nous, on reste qu'une aide supplémentaire. Donc voilà. Donc on était dans la NBA là,
Et Non, une après, touche. juste pour finir, tu vois, sur ce Oui, point-là, vas-y. mais Ouais, ouais. ça a été marrant parce que moi, j'ai connu les deux, en fait. C'est-à-dire, j'ai été préparateur physique d'une équipe pro Ouais. euh, et je suis coach privé de joueurs qui font partie d'une équipe professionnelle. Et Alors, juste souvent, pour les gens, tu as été préparateur physique Cholet Basket en Jeep Elite et Galatasaray en Turquie. voilà, ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, on me demande, est-ce qu'à l'époque, tu aurais accepté que tes joueurs aillent voir aient un coach privé? Ce qui me met face à ma situation de maintenant. Et Orgueil, ça va, ça passe. bah, moi, honnêtement, ma réponse, c'est oui, à condition que je la rencontre, cette personne, et qu'on travaille ensemble, tout Ouais, simplement. Tout ouais. simplement. On est dans un collectif, et je pense qu'on est des gens intelligents, et que, de toute façon, tout le monde, on veut tous la même chose. On veut que Ouais, le puis ça gars va avec performe. ta politique de ta première pierre, créer un Hmm. lien avec l'athlète. Donc, ça veut dire Voilà, que lui a créé son lien et toi, en travaillant avec lui, ben, vous pouvez échanger, progresser sur certaines choses. exactement. Ouais. Et donc, pour finir par rapport à ça, ce qui était marrant, et ça rejoint l'évolution et tout ça, c'est que je discutais récemment avec quelqu'un, avec un préparateur physique d'un grand club, et il disait, je pense que de petit à petit, dans les prochaines années, dans les 10, 15, 20 prochaines années, le préparateur physique de l'équipe sera le manager des coachs privés de chaque joueur. Ouais, ouais, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Même dans les skills, on voit, c'est Drew Hanlon. On voit beaucoup de gars qui sortent, coach de tir, même en sortant de la préparation physique. Et les Mm. joueurs, finalement, vont se développer avec ces gars-là aussi. Donc, il va falloir évoluer avec justement cette façon de faire. Mm. Alors, Et je puis vais passer après, à tu vois, c'est toujours la... pareil, parce que tu vois, la relation, bon, Ouais. Oui, vas-y. j'ouvre énormément, mais parce que c'est la réalité. Et si par exemple, tu arrives dans une équipe, et ça arrive parce qu'on est des êtres humains, tu arrives dans une équipe avec un préparateur physique et ça passe pas entre toi et lui. Ouais. Ça arrive, il y a des gens, tu sais, ça passe pas. Le lien Donc ne se comment fait tu pas. fais? Ouais. Comment tu fais pendant une année, ça passe pas. Ça passe pas entre toi. Vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à connecter, vous n'arrivez pas à tout ça. Donc Il faut une c'est un peu la solution. galère si jamais tu dois rester avec cette personne-là. Et puis de toute façon, tu ne seras pas performant puisque ça passe pas, quoi. Donc, Ouais. Ouais, ouais. Puis c'est pas parce qu'il est là qu'il va correspondre au type d'athlète que tu es. Donc, il faut trouver une solution externe. Ensuite, par rapport, ça va intéresser vraiment celle-là, les, les entraîneurs de jeunes, même si elle n'est pas tournée en ce sens, mais on voit, parce que moi je parle souvent, je prends pour exemple la NBA parce que c'est ce qu'on voit beaucoup. C'est chez nous tous les jours à la télévision. Je parle des grandes ligues aussi parce que c'est très présent et c'est le premier exemple qui nous saute au visage, les blessures. On a parlé avant l'interview. Moi, je trouve personnellement que ça a explosé. Je ne serais pas capable de te citer beaucoup de joueurs stars de la NBA qui n'ont pas été blessés dans les dernières saisons. Et pour reprendre un chiffre, à la reprise de la petite trêve du All-Star Game, je regardais un match, il disait que Toronto Raptors, à ce moment-là, était déjà à 208 matchs ratés sur son collectif pour blessure. Donc, je trouve vraiment que le nombre de blessures a explosé au niveau professionnel. C'est vrai qu'on demande aux athlètes beaucoup de matchs, d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les entraînements selon la ligue. On leur demande d'être plus forts, d'être plus puissants, d'être plus rapides. Quel est, en dehors bien sûr de ce qui peut se passer dans les matchs, tout ça, quelle est la responsabilité du préparateur physique là-dessus? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'en orientant énormément notre travail de façon très poussée sur la puissance, et surtout parce qu'on a besoin, on est d'accord, on a besoin d'énormément de puissance au basket, mais est-ce qu'on n'a pas créé un petit peu, est-ce qu'on n'a pas participé à créer ce problème-là? C'est quoi ton opinion là-dessus? Et surtout, pour en revenir par rapport aux jeunes, euh, après, je te demanderai si on a ce risque-là aussi dans les jeunes en formation au niveau de la blessure. C'est ouais. quoi ton opinion là-dessus? Mon opinion, bon, c'est pareil, hein, c'est un sujet qui est très vaste, Ouais, mais qui est passionnant hein, parce que on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Euh, bon, en tant que préparateur physique, bizarrement, mon objectif premier ne concerne pas les blessures. C'est-à-dire que c'est pas mon focus. Mon focus à moi, il est la performance de l'athlète. ouais,
Je vais bien faire la différence. On va dire, ouais, il dit la même chose, mais non. Je suis sur la performance de l'athlète. Moi, mon but, c'est que mon joueur puisse passer un maximum de temps sur le terrain. Ça, pour moi, c'est une vision qui est positive, plutôt que de travailler sur une vision qui est je travaille avec lui pour pas qu'il se blesse. Ouais. Donc, c'est deux philosophies qui sont différentes, à mon avis. Donc, moi, je choisis plus celle-là. Ensuite, au niveau des blessures, malheureusement, je pense, moi, qu'il y aura toujours des blessés. Ouais. On peut dire, j'ai entendu des trucs, oui, il n'y aura plus de blessures avec moi, oui, non. Ça, c'est complètement aberrant de dire ça. On peut essayer de réduire. C'est la nature d'un sport où tu vas sauter, où tu vas avoir des contacts, c'est ça, c'est plus une réduction, comme tu dis, du risque de blessure qui est envisageable. Mais voilà. est-ce que… Après l'autre truc, si tu veux, dans la méthodologie et tout ça, et dans le travail de puissance et compagnie, ça dépend. Alors, ça dépend le nombre de matchs que tu as par semaine et tout ça. Mais par exemple, en NBA, la saison, c'est de l'entretien. Hein. C'est de l'entretien et de la récupération, et puis de l'activation de muscles, et puis toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Maintenant, le problème avec les blessures et toute la difficulté du préparateur physique, il est là, et on en revient sur le lien à la base que moi j'essaie de mettre toujours avec mes athlètes, c'est l'hygiène invisible. L'hygiène invisible, ça va être tout ce qui va être l'alimentation, c'est tout ce qui va être le sommeil, c'est tout ce qui va être les soirées, c'est tout ce qui va être tout ça. S'il y a des nombres un peu plus accrus de blessures après le All-Star Break, j'ai pas une certitude à 300% dans ce que je vais dire, mais le All-Star Game, vous voyez ce qui se passe sur le terrain, mais c'est pas là le principal, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est que pendant 3 à 4 jours, c'est la fête à tous les étages. Tu as été avec Kevin, hein? Ah, non, nous, on n'a jamais fait. On n'a jamais Non, voulu. non, je veux dire pas en tant que joueur, mais il me semble me rappeler que vous y avez été. Non, parce Non? qu'on avait un pari entre nous. Non, on n'a jamais été. Ok. Mais par contre, on a eu beaucoup d'échos et on sait comment ça se passe. Et il y a de la fatigue qui est cumulée, il y a plein de choses qui sont cumulées. Ouais. Il y a une hygiène de vie qui se dégrade. Et après, c'est sûr que s'il y a une reprise, même si tu fais rien au niveau prépa ou même si tu fais un plan d'action pour essayer de réactiver les joueurs et tout ça, bon, il y a des risques puisque ça reste un sport explosif, Ouais. forcément. Donc Et même que ça c'est clair. si le joueur n'est pas responsabilisé, tu vois, c'est des mots qui reviennent souvent quand même. Si le joueur n'est pas responsabilisé, tout ça sur son hygiène dite invisible, tout ce qui concerne autour de la préparation physique, forcément on augmente les risques de blessure. Donc ça, c'est super dur à travailler dessus, puisque c'est toujours pareil, une confiance à avoir, une discipline et un respect, je pense, aussi vis-à-vis de sa profession. Donc voilà, les blessures, elles sont là. Après, il y a des blessures aussi aux États-Unis. Je parle surtout de cette ligue-là, qui peuvent être un petit peu, je ne sais pas si c'est le mot, m'en voulez pas si c'est pas ça, diplomatique. C'est-à-dire, le joueur est blessé alors qu'il ne l'est pas. Quoi. Moi, je l'ai vécu ce truc-là. Ouais. Le joueur n'était pas blessé, mais deux possibilités. C'est soit on dit qu'il est blessé pour qu'il puisse se reposer et qu'il n'y ait pas de sanction, ou soit qu'on dit qu'il est blessé pour pouvoir faire jouer un autre joueur. Ouais. Tu vois, donc alors après, tu vois, toutes les statistiques qui en ressortent, après, c'est un peu, ça joue là-dessus. Ouais. Mais après, la grosse évolution qu'il y a quand même eu dans le basket, surtout dans le basket NBA, c'est le nombre de possessions par match Oui. qui a quand même augmenté. C'est un sport qui devient de plus en plus athlétique. C'est clair et net que le basket, c'est un sport athlétique, avec des changements de direction, avec des gros impacts sur tout ce qui est articulation et tout ça. Ouais. Et moi, je suis toujours un peu surpris du manque de technique au niveau des appuis des joueurs. Ouais. Donc là, tu vois, c'est dommage, j'ai pas un terrain et tout ça, autrement je vous montrerai, mais sur des changements de direction, tu sais, quand tu vas faire un changement de direction, tu as beaucoup de personnes qui vont pousser sur la jambe extérieure ici pour aller par là. Oui. Alors que c'est plus avec cette jambe-là qu'il faudrait pousser justement et rééquilibrer son bassin pour avoir un transfert beaucoup plus efficace et surtout moins de pression sur ce genou-là. Okay. Mais bon, bref, tu vois, ça c'est du détail, mais je pense que les techniques, parce qu'on parle de préparation physique, de musculation et tout ça, mais il n'y a pas que ça, il y a les techniques de course, il y a les techniques de changement de direction, il y a les techniques d'appui, il y a les techniques de tout ça, et je trouve que là-dessus, on n'est quand même pas encore au top dans l'enseignement, dans l'éducation de l'athlète. Ok. Alors ensuite, qui réussit? Qui réussit
Dans ton expérience, justement, alors dans la présentation, je disais un peu tous les joueurs que tu as eus, qui ont été repêchés à la draft, qui ont évolué dans des grosses ligues, qui en fait, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qui fait la différence entre un Rudy Gobert, un Kevin Séraphin, un Rodrigue Beaubois? Qu'est-ce qui fait la différence avec ces jeunes qui réussissent et peut-être un autre jeune qui va avoir un très bon potentiel également, mais qui, lui, ne va pas réussir? Quelle différence est-ce que tu as remarqué, toi? Alors, la potion magique, c'est. Alors, bah, il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas. Par contre, il y a des points quand même qui se dégagent. Mais même Mais psychologiquement et tout, c'est quoi qui est différent? ouais, bon, en un, je pense que quand même, il y a beaucoup de génétique. Ce sont des gens qui ont à la base une génétique quand même qui est assez extraordinaire, Ouais, qui ont forcément un avantage sur plein d'autres. c'est des Euh, freaks. voilà, qui vont. Alors, tu vois, par exemple, avec les freaks, parce qu'on me parle souvent des freaks de la NBA à l'heure actuelle, mais ça a toujours existé, hein. Ouais. Il y a toujours eu des freaks, en fait, c'est l'humain qui est comme ça. Simplement que maintenant, peut-être que, je sais pas, on les détecte plus, peut-être que, je sais pas, donc il y en a peut-être plus, mais il y a toujours eu des freaks. Pour moi, le meilleur des freaks qu'on a eu, c'est pas le Greek freak, hein, c'est Will Chamberlain. Oui, Regarde Will Chamberlain, il n'y a pas encore, même Shaq était un petit garçon à côté de lui. même Tu LeBron vois, James, qui est extraordinaire sur le plan physique. Wilt mm, était là il y a longtemps, mais quand je lis ses performances physiques, c'est absolument monumental. c'est ça. Et avec beaucoup moins de connaissances à l'époque, beaucoup moins de Ouais. moyens pour bien s'entraîner, beaucoup moins de, voilà, avec beaucoup Tu moins de avais vu concurrence une aussi. petite Donc. parenthèse là-dessus, l'épisode, j'avais vu un documentaire sur sa vie où il disait que après sa retraite, en fait, il envisageait un retour au jeu. Il envisageait un retour avec les New York Knicks. Il est allé les rencontrer dans, euh, dans leur bureau. Et là, quand il va pour partir, l'ascenseur est bloqué. Parce qu'il y a deux facteurs qui doivent livrer une caisse qui pèse 625 livres. Et ils sont coincés, ils ne savent pas comment sortir ça de l'ascenseur. Et il leur a dit, parce qu'il paraît que c'était un gentleman, il leur a dit, monsieur, veuillez vous pousser. Il a tout simplement pris la caisse, il a lifté la caisse, il a sorti de l'ascenseur, il est rentré dans la caisse, il est parti. Donc il paraît que c'est un gars qui avait une force absolument monumentale. Même Schwarzenegger disait que sur le tournage de Conan, il l'explosait à tout point de vue, bench press, sur toutes les performances, mais comme on dit, c'est un freak, quoi. Et il était capable de développer de l'endurance, champion de cross-country, champion de vraiment fort. Ouais, gifté, quoi. Gifté. Ouais, Mais après, donc voilà, donc la logique, bon, il y a la génétique forcément qui joue un rôle important. ouais, Après, il y a la capacité à atteindre ou à franchir certaines limites. Je pense que c'est surtout ça la règle d'or. Alors les limites, elles peuvent être très variées, que ça peut être au niveau physique, athlétique, elles peuvent être mentales également. ouais, Un athlète de haut niveau, c'est quelqu'un qui est payé tout simplement pour avoir la capacité de faire tout ce qu'on lui demande, grosso modo. ouais, Parce que tu sais, le nombre de répétitions de matchs, répétitions d'entraînement, les voyages, les sollicitations, tout ça. Il faut être capable de faire ça. Donc il y a une certaine, je pense que ceux qui arrivent, ce sont ceux déjà qui ont une vision de là où ils veulent aller, qui mettent en place des choses pour pouvoir y aller. ouais, Parce que tu vois, moi par exemple, je vais parler de Kevin par exemple. Kevin avait une vision d'aller en NBA. Et je te garantis que le jour où il me l'avait annoncé, ouais, personne n'y croyait. Qu'on soit clair et net, personne n'y croyait. Il avait une génétique, mais voilà. Par contre, il avait cette vision. Et Kevin, qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années à Cholet? C'était le premier joueur à arriver à l'entraînement à travailler. Et c'était le dernier joueur à partir de l'entraînement à travailler encore. ouais. Il a Donc, développé des éthiques de travail correspondantes. il a mis les moyens et tout ça. Rudy a mis les moyens également. Tout le monde. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a ça entre ceux qui disent je veux et ceux qui disent je veux et je fais. Oui, Là, il y a une grosse différence au niveau de la maturité, au niveau de la discipline. Donc voilà. Et après, je pense aussi qu'il y a le mental. ouais, Le mental, la force du mental, la capacité d'accepter les challenges, la capacité d'accepter la pression, la capacité d'accepter voilà, plein de choses. Et puis après, il y a d'autres valeurs aussi, c'est l'humilité, je ouais, pense. Pourquoi je parle d'humilité? Parce que alors, l'humilité, c'est vachement important parce qu'il y a souvent
des connotations qui se diffèrent comme ça me fait sauter de mon siège des fois, entre la confiance et l'arrogance. Ouais. Et, moi, quand je parle d'humilité, c'est pas ça. Pour moi, l'humilité, il faut que le joueur ait confiance en lui. Clair et net. Il faut qu'il y ait de la confiance. La confiance, c'est pas de l'arrogance. L'arrogance, pour moi, c'est quand tu vas commencer à rabaisser quelqu'un d'autre ou à essayer de dominer quelqu'un, à essayer de voilà. Ça, c'est de l'arrogance. Ça, voilà, ça m'intéresse pas trop ce truc-là. Ouais. La confiance, par contre, c'est la confiance en soi, c'est la confiance dans les autres, c'est la confiance dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est capable de faire. Voilà. Souvent, ça peut être mal interprété, mais il faut évidemment une énorme confiance en soi. Tu ne peux pas arriver dans le haut niveau si tu n'as pas confiance en toi. Impossible. Mais après, quand je parlais dans l'humilité, c'est surtout de se dire, et ça, je l'ai vécu avec beaucoup de joueurs qui étaient destinés à un avenir beaucoup plus brillant qu'ils auraient pu être, et ils n'avaient pas l'humilité nécessaire pour dire j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, ou alors à l'heure actuelle je ne suis que ça par rapport à tout ce que je peux être. Ouais. Je sais. Non, on ne sait pas. Même LeBron James à l'heure actuelle apprend toujours des choses sur son corps. Même LeBron James à l'heure actuelle, avec sa carrière qu'il fait, continue à s'entraîner. Même LeBron James à l'heure actuelle continue à perfectionner quelque chose. Même LeBron James à l'heure actuelle. Il n'est pas venu avec la maturité. Est-ce que tu penses qu'à ce point de vue-là, il n'a pas fait ça, puis ça, avec les années, en prenant conscience de ces choses-là? Toujours pareil. Tu sais, on ne peut pas trop discuter tant qu'on ne connaît pas vraiment la personne. Ouais. Après, bon, il y a pour avoir connu la NBA, c'est compliqué. Donc on a eu beaucoup de débats là-dessus, mais après LeBron, je pense que il a eu une certaine maturité, ou en tout cas, il a pris du recul, de l'expérience aussi, ouais. Et forcément, il a changé un peu des fois. En apprenant tout ça, justement, il est capable de. Parce que maintenir son physique sur tant d'années de NBA, c'est quand même exceptionnel. Il y a quelque chose qui n'a jamais changé en lui, c'est quand même la notion de travail. Ah ouais, notion de travail. Moi, je trouve qu'il a un mental quand même fort, parce qu'avec les expositions qu'il a eues dans les médias qui étaient très difficiles, il est resté accroché, quoi. Ça m'amène à un truc, ce que tu dis. Par rapport à ça, tu vois, à chaque fois je t'interromps, désolé. Mais, non, mais vas-y. Mais tu vois, par exemple, moi, pour avoir vraiment vécu le circuit NBA, ce qui m'a le plus impressionné en NBA, c'est pas forcément les exploits, les performances des joueurs, ou trucs comme ça. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est leur capacité tous les soirs à répondre à la pression. Ouais. C'est impressionnant. Tu vas à Washington, par exemple, il y avait des matchs Washington-Lakers avec Kobe. Ouais. Kobe. Mais bon, bref. Et c'était incroyable. La salle des Wizards était avec le maillot de Kobe. La salle devenait jaune. Et ce qui était encore plus marrant, c'est que dès que Kobe avait la balle, il était hué. Ouais. Et dès que Kobe mettait un panier, il était acclamé. Ouais. C'est ça tous les soirs. Tous les soirs, il y a cette pression, cette attente des gens. Et tous les soirs, les mecs, ils répondent présents mentalement, physiquement et tout. Ouais, c'est énorme. C'est ça qui est impressionnant. C'est cette capacité-là, tu vois. Jordan, plus de constance sur les années. C'est moi, à l'époque, quand je jouais, on me disait marquer tant de points par match, dépasser tant de points par match. Ça paraissait super difficile. Et voir un gars comme ça, qui a durant toute la durée de sa carrière, bon, je fais une petite exception sur les 2 années à Washington parce que c'était quand même assez différent, mais sur toute sa carrière, arriver à maintenir un tel niveau, c'est juste impensable, quoi. C'est une exigence, une rigueur, une discipline. On invente rien. Si là, il y a des jeunes qui écoutent, par exemple, cette interview, ça peut paraître le discours un peu toujours chiant et ronflant, mais c'est la vérité. Ouais. Oui. Il y a un truc super important sur lequel je voulais revenir dans les gens qui réussissent, parce que je me rappelle de discussions avec toi où tu me disais « je ne vais pas citer de nom. » Tu disais « j'ai tel joueur, c'est rageant, il joue à tel niveau, il ne connaît rien à ça. Il n'a pas de culture basket, il ne connaît pas Michael Jordan. Pour lui, c'est un logo sur une paire de chaussures. » Et finalement, moi, c'est quelque chose que j'ai vu, et peut-être que je me trompe. Je trouve qu'on parle beaucoup actuellement du multidisciplinaire dans le sport. Alors, ça va faire rire, et on en a déjà parlé aussi. Moi, en ce moment, je me fais jeter des cailloux quand je dis que j'y crois pas. Et je m'explique. C'est pas que j'y crois pas, c'est que bien sûr, c'est bien de faire plusieurs sports, mais il faut pas généraliser selon moi. Il y a des athlètes
qui dans leur développement physique, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Mais bref, moi, je suis plus pour le multi-activité. C'est-à-dire, ça peut être, oui, un autre sport, mais ça peut être des arts, ça peut être de la musique, être performant à l'école, ça peut être plusieurs choses. C'est plus avoir plusieurs centres d'intérêt. Parce que moi, personnellement, ce que j'ai observé chez les gens qui réussissent, pour finir avec le multidisciplinaire, je pense que tu vas me rejoindre un peu là-dessus, toutes les études viennent des États-Unis. Moi, du moins, celles que j'ai vues, ça vient des États-Unis. Le multidisciplinaire en sport aux États-Unis, c'est culturel. Ils font souvent basketball et football, du soccer l'été quand ils sont petits. Dans le basket en Europe, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Petits, peut-être qu'ils vont jouer au foot dans la cour de récréation ou quoi. Mais on te dit, souvent on a l'impression que même dans les pays de l'Est, quand ils deviennent bons, c'est bon, tu tasses les autres sports, là tu te concentres là-dessus. Mais moi, ma vision, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer dans le basketball finalement. Et que les gens qui s'enferment dans le basketball ne sont pas toujours ceux qui réussissent le mieux. C'est-à-dire que certains vont être dans la salle, tu dis qu'ils développent une éthique de travail, ils travaillent super fort, mais quand la salle est fermée, elle est fermée. Ils vont dans la famille. Je me rappelle, tu connais Jean-Louis Borg, ancien entraîneur de Vichy, de Hier-Toulon. J'avais fait une détection à Hier-Toulon et ils ont pris quasiment personne. Et donc, il m'a écarté. Et il a dit, écoutez, vous avez des qualités, tentez votre chance ailleurs, n'abandonnez pas, mais je vous donne un conseil. Essayez de ne pas partir à plus de 300 km de chez vous. Et à l'époque, je ne comprenais pas. Je disais, mais il est fou. Et moi, j'étais parti à 600. Je te garantis qu'en partant à 650, j'ai compris. C'est que tu vis tes échecs. Tu vis ce que tu vis. Si tu es dans une bonne phase, tant mieux. Mais je trouve que quand moi, j'étais un échec, c'est pareil, après, c'est du cas par cas. Moi, j'étais un échec scolaire. J'étais un échec d'à peu près tout ce qu'il y a autour du basketball. Donc, le basketball était devenu ma bouée de sauvetage. Ce qui fait que mon basketball est aussi devenu l'épée sur ma tête. Parce que je me disais, il faut que tu marques tant, il faut que tu fasses tant, il faut que tu gagnes ça. Si tu ne le fais pas, c'est la catastrophe. Et finalement, tu en viens à vivre tes échecs. Et pour clore avec cette question avec toi, est-ce que finalement, c'est pas plus important d'avoir un meilleur équilibre, parce qu'on entend, tu sais, les gym rats par-ci par-là, mais est-ce que c'est pas plus important d'avoir un bon équilibre familial, d'avoir d'autres centres d'intérêt autour du basketball pour réussir le mieux possible? Après, moi, c'est pour ça que je te disais dès le départ que, tu te rappelles, quand je t'ai dit, quand je prends un jeune, je veux savoir qui il est. Ouais. Je veux tout savoir sur lui. Parce que c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que si le gamin il est à je sais pas combien de kilomètres de chez lui et que ça ne ça va pas, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Donc oui, forcément, c'est un équilibre avec tout ça. Après, comme tu dis aussi, c'est du cas par cas parce que moi j'ai connu des gamins, euh, ça se passait très bien et puis voilà, j'en ai connu d'autres qui ont fait plein de sports avant et qui ont explosé. Donc bon, c'est du cas par cas. Je pense pas qu'il y ait vraiment une solution, mais moi là où je suis d'accord avec toi, c'est la culture, la curiosité. Il faut les pousser à être curieux, il faut les pousser à s'ouvrir sur d'autres choses. Ouais. Avoir une passion, oui, c'est bien, mais il n'y a pas que cette passion-là. Ouais. Il faut essayer d'ouvrir au maximum et puis ne pas se contenter de basket et jeux vidéo, quoi. Oui, il faut varier. Donc, ma prochaine question, on change carrément de sujet. Toi, je sais que tu es très varié là-dedans, que tu vois ça d'un point de vue global. La préparation du match, c'est quoi pour toi un bon protocole de préparation du match? Et je sais que ça ne se limite pas à 1 heure avant en commençant l'échauffement. Ah non, ça c'est sûr. Bon protocole, toujours pareil, hein, je garde mon même discours. Bon, il n'y en a pas. Il y a le mien. Ce que je fais, ce que je crois que c'est pas mal. Alors, pour tout dire, et même tiens, par rapport à ça, parce que tu me poses cette question, c'est bien ces questions, parce que souvent, ça te remet aussi, toi, c'est vrai comment je suis. Mais je pense que je ne fais jamais le même échauffement pour un joueur ou pour un autre. Mes échauffements vont toujours varier. Par contre, ce qui est clair et net, c'est que pour moi, le jour du match, c'est le jour de la performance, c'est là où il faut performer. Ouais. Et que, comme tu dis, ça ne se prépare pas 1 heure à l'avance, mais des fois, ça se prépare même 24 heures à l'avance, voire plus. C'est-à-dire que le jour du match, ça va être la répétition de ce que tu as déjà fait dans la semaine, quelque part, comment tu t'es préparé. Ouais.
Et après, la préparation du match, elle est déjà aussi alimentaire. Et souvent, on me pose la question, le jour du match, qu'est-ce qu'il faut manger? Et moi, je leur réponds, si déjà tu réfléchis comme ça, c'est que tu as déjà perdu, puisque c'est la veille du match qu'il faut commencer déjà à Ouais, penser à l'alimentation pour le lendemain. ouais, Voilà, moi ce que je conseille généralement, c'est que le repas la veille du match, c'est celle où on va essayer de manger un peu plus de glucides et tout ça justement pour que ça tienne sur le long terme et que le jour du match, le joueur soit pas alourdi par beaucoup de repas, quoi. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, bien sûr, dans la journée, il y a des règles. Alors, là-dessus, il y a beaucoup d'adaptations parce que ça dépend à quelle heure tu joues. ouais. Voilà, des fois, nous, on s'est retrouvés à jouer en NBA je sais plus, c'était à 13h les matchs, je crois. Ok. C'est un peu pénible ces horaires-là. Ça En fait, chamboule ton horloge, ton ouais, cycle. et puis t'as des joueurs qui aiment bien avoir le ventre plein et ils sont performants. T'en as qui aiment bien avoir le ventre plus ou moins vide pour être beaucoup plus léger. Donc Ouais, alors, voilà, en tout cas, peu importe ce que je vais proposer, mais il faut prendre en considération que l'alimentation, c'est très important, mais pas que une heure avant ou 2 heures avant, pas le matin, mais généralement le jour d'avant, c'est hyper important. ouais, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que moi, j'essaye d'enseigner au maximum avec mes joueurs, et ça, c'est marrant qu'on n'en parle pas plus quand même dans le sport de haut niveau, c'est la gestion du stress et des émotions. ouais, Parce que c'est pas des athlètes, ça reste des humains qui vivent et qui se sont habitués au stress et aux émotions. On s'est habitué avec ça, on vit avec, c'est notre quotidien, c'est comme ça, et c'est pendant 10, 15, 20 ans, on joue avec ça. Mais en aucun cas, on veut essayer d'améliorer, d'entraîner ou de performer là-dessus. ouais, Et souvent, ce qui est vachement important, moi je trouve que c'est vachement important, on revient toujours sur cette notion de maîtrise de respiration avant un événement. Donc, ce qui veut dire qu'une heure avant le match, on peut très bien avoir une routine de respiration déjà ouais. et de se détendre, surtout au niveau tout ce qui va être diaphragme et tout ça Ouais. ici, tu vois, parce que c'est ici que tout le stress s'emmagasine, hein, tout Ouais. simplement. Et donc voilà, c'est essayer d'avoir des techniques de respiration qui nous permettent de mieux maîtriser un peu et puis surtout d'être dans le moment présent. Tu vois, on n'a pas encore parlé du moment présent, mais le moment présent, bah ouais, c'est de se dire, tiens, à l'heure actuelle, je suis ici, je me mets dans une sorte de bulle, je suis ni dans le passé en train de me dire qu'il y a eu ces problèmes-là, je suis ni dans le futur en train d'imaginer le panier que je vais peut-être éventuellement pouvoir mettre. Ouais. Même si la visualisation, c'est important, mais c'est pas le même discours entre visualiser des choses et imaginer des choses. Tu vois. Visualiser ce que j'ai à faire plutôt que commencer à flipper sur ce que. Voilà, ouais. Parce que tout ça, c'est des notions qui restent quand même assez, pour moi, un peu négatives ou en tout cas pas performantes. Ouais, Donc, tu vois, il y a déjà aussi ça, cette notion-là. Et puis après, il y a la notion d'activation, de rentrer dans le match. Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, par exemple, je ne suis pas un gros fan dans le basket des écoles de course. C'est même un truc qui m'embête beaucoup ouais, parce que je trouve que c'est une perte de temps, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi on fait faire ça à des athlètes, pourquoi on fait faire des montées de genoux et tout ça, alors que dans le match, jamais on va le faire. ouais, Et je trouve que c'est devenu une habitude, mais on ne sait même pas pourquoi on le fait. Alors on me dit, bah si, c'est pour monter le cardio, ok, mais tu peux monter le cardio sans faire monter de genoux, sans faire de trucs que tu vas pas répéter dans le match. ouais, Moi, ce qui est pour moi hyper important dans un premier temps, c'est tout ce qui va être l'activation des muscles qui vont justement être impactés pendant le match. ouais. Alors ça va être l'activation de tous les muscles fessiers, ça va être l'activation, il y a quoi encore d'autre, tout ce qui est, on parlait de gainage tout à l'heure, mais le gainage c'est hyper important. Combien de mecs commencent des matchs sans avoir des routines de gainage? Ouais. Et quand je parle de gainage, je ne parle pas de crunch, je ne parle pas de crunch ou de, comment on appelle ça, des bicyclettes, que ça, il faut virer pour moi absolument. Ouais. Mais plus tout ce qui va être anti-rotation, anti-extension, anti-latéral flexion, tu vois, commencer à préparer son corps, à activer son corps. Mobilisation de la colonne. Exactement, ouais. Ouais. Donc voilà. Comme on voit, en fait, j'ai trouvé une étude dernièrement qui montre que les blessures au niveau de la colonne lombaire sont les deuxièmes blessures dans la NBA. Ça peut être pas Mhm. mal, un peu le reflet peut-être de ce qui se passe dans d'autres ligues, mais juste, c'est histoire de dire que finalement, la stabilisation de la colonne lombaire avant les matchs, c'est quelque chose de très important. Commencer justement à travailler le corps là-dessus, les mouvements anti, comme tu viens de dire, c'est vraiment le top, quoi. Le fameux Ouais, bien travail sûr. du docteur McGill. Ouais.
Et puis, et donc voilà, donc il faut avoir une certaine routine et après tu rentres dans le spécifique et puis voilà, tu travailles ce que tu as à travailler sur le terrain. Alors moi, j'aime bien que le joueur travaille individuellement ce qu'il va faire le plus possible dans un match, c'est-à-dire travailler sur un pick and roll shoot ou catch and shoot ou des choses comme ça, ou travail de poste bas si jamais tu es plus poste bas, et puis après intégrer tout ça dans le collectif avec ton équipe. Ouais. Mais donc voilà, c'est un petit peu toutes les pistes que je peux donner ou que moi j'aime bien faire à mes joueurs et tout ce que j'aime pas, quoi. C'est vrai que les écoles de cours, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. Ouais. Et alors, on va j'en parle beaucoup parce que j'en vois à chaque week-end et chaque match, j'en vois. Donc ouais. Et je sais pas pourquoi on fait ça. Alors, on va passer, maintenant qu'on a vu la préparation du match, les protocoles de récupération. C'est quoi pour toi un bon protocole de récupération? Alors, celui, je corrige, c'est quoi le protocole de récupération que tu fais? C'est le plus simple au monde. Ouais. C'est le plus simple au monde et puis je crois qu'il ne coûte pas beaucoup d'argent. Ouais. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on te vend beaucoup de trucs à l'heure actuelle. Des guns. Je sais pas trop si ça marche ça. Ouais. Pour avoir parlé avec pas mal de joueurs non sous contrat avec les marques, ouais. eux ils disent que ça leur fait rien. Ouais. La meilleure récupération, c'est tout simple, c'est l'alimentation. Ouais. C'est le sommeil. C'est les classiques en fait. Alimentation, sommeil. Et on riait parce qu'on disait en France, et moi, pour avoir évolué dans l'encadrement de 2 clubs professionnels que je ne citerai pas et des clubs semi, je dirais plus amateurs en national, tout ça, on parle de récupération, mais on arrête les joueurs sur la route au McDonald's pour manger parce que c'est plus facile et que ça va plus vite. Quand on rentre, on va en boîte de nuit jusqu'à je ne sais pas quelle heure où on boit des canons, où on ne dort pas. Mais par contre, après le match, il faut absolument tout de suite rentrer sur le terrain pour faire un footing de décrassage ou je ne sais pas quoi, alors que c'est la dernière pièce du puzzle. Et à la limite, moi, je n'ai jamais compris pourquoi rajouter un stress supplémentaire sur certains athlètes qui ont fait un match absolument incroyable d'un point de vue physique. Pour moi, en fait, au point de vue, c'est pas logique. Après, qu'on soit bien clair, si on parle de vouloir faire de la récupération après match ou des choses comme ça, posons-nous la question, est-ce qu'on a bien préparé nos athlètes? Ouais. Parce que honnêtement, qu'on soit honnête là-dessus, peut-être que tu demandes à un marathonien un truc comme ça, oui, là, il y a vraiment des grosses séquences. Le basket, tu récupères assez facilement quand même. Ouais. C'est vrai quand même. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses, en fait. Mais sur l'essentiel, comme tu disais, moi j'ai entendu une équipe en France dire on est fatigué, on est machin. Je me dis, mais c'est quoi vos routines d'après-match au niveau alimentation? Sandwich. Ouais, sandwich, c'est ça. Sandwich. Et Bière. vous dormez combien? Dans le haut niveau, j'aurais pas entendu, mais oui, des trucs comme ça, tu vois. Voilà, et je disais, mais et au niveau sommeil, vous êtes comment? On a dormi 3 heures, un truc comme ça. Donc voilà, il est là le problème, tu vois. Ouais. Il n'est pas ailleurs, mais il est dans juste l'école de simple, en fin de compte, c'est dans la base. Ouais, et puis c'est une rigueur, c'est une discipline. Moi, j'aimerais bien te dire, ah ouais, cet exercice-là, ça va te permettre de récupérer, tu vas voir, tu vas être super, là, mais si tu n'as pas ce truc-là, oui. Déjà, concentre-toi là-dessus. Il faut que ça soit une exigence. Et avant que ça devienne une habitude, ouais. Il y a beaucoup de temps perdu pour expliquer le pourquoi du comment. Et c'est vraiment, c'est vrai, cette discipline, cette façon de faire qu'à chaque jour, c'est comme ça, c'est réglo, c'est boum, c'est vrai. Et ça change d'un joueur à l'autre parce que quand tu entends que, maintenant, c'est fréquent d'entendre que, par exemple, LeBron James finit un match et va s'entraîner. Alors moi, ça, moi, je peux te ouais. Ça, moi, je peux te le justifier puisque qu'on avait eu Kevin et travaillé avec Rich Paul, son agent de LeBron James. Ouais. Et donc j'avais discuté avec Rich et Rich me disait LeBron, les matchs à domicile, après son match de 40 minutes, il s'accorde encore 45 minutes de travail musculaire pour habituer son corps, pour machin. Bon, c'est sa routine à lui, il est bien dans ça, il ne faut pas qu'il la change. Ouais. Maintenant, attention, n'allez pas tous faire ça non plus. N'allez pas tous faire ça non plus, tu vois. Non. Parce que c'est toujours pareil. Ça marche sur lui, c'est son truc. Ça va peut-être pas marcher sur tout le monde, tu vois. Génétique un peu là derrière aussi.
Ouais, et puis je pense, bon, après, je pense, et là, on peut rentrer dans des sujets encore un petit peu plus, mais comme je te dis, c'est pas des gens comme toi et moi. Non. Ce sont la plupart, ça reste quand même des hyperactifs aussi. Et la Oui. plupart du temps, c'est essayer de redescendre, justement, de redescendre au niveau intensité, émotion, adrénaline et tout ça, quoi. Ouais, puis on Se va dire fatiguer. les choses. Se fatiguer. Les gens s'imaginent pas. Moi, je me rappelle quand je suis venu te voir à Washington, je mesure, pour les gens qui ne me connaissent pas, 6 pieds 7, c'est-à-dire 2,01 m, ce qui n'est pas petit. Quand je me suis retrouvé dans le vestiaire, on peut appeler ça les coulisses, là, dans les couloirs, et que j'ai vu les joueurs passer à côté de moi, j'avais l'impression d'être en maternelle, quoi. C'est pas le même monde. C'est des monstres. Ils sont gigantesques, ils sont costauds. On s'était regardé, puis on s'est dit, c'est un autre monde, en fait. Bah ouais, ouais. Les gens ne le Et- réalisent pas souvent. mais après, tu vois, pour l'entraînement, moi, ce qui peut m'agacer souvent, c'est justement, on va faire des entraînements de récupération, quoi. Oui, Non, entraînez-vous pour ne pas avoir besoin de faire des entraînements de récupération. ouais. Je vais enchaîner sur la prochaine question parce que Ouais. le temps commence à être limité, mais on se régale, on se fait plaisir, c'est génial. Euh, une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps qui va m'amener à cette question. La fameuse vidéo de Rudy Gobert dont on avait discuté, je l'avais repostée sur mes réseaux. Et en fait, on voit Rudy qui effectue un back squat qui est à mon goût absolument magnifique. Bon, il élève un petit peu ses talons, mais c'est très bien. Son stance de pied, j'ai aimé ça. Puis il descend en restant bien sous la barre. C'était superbe. Mais quand on va voir les commentaires sous la vidéo, on tombe encore sur des clichés. Ah, tu descends trop bas, tu vas faire mal à tes genoux, ton genou avance trop, c'est trop lourd, pour un grand, ça ne devrait pas squatter. Et on voit tout un tas de choses. J'ai pris l'exemple du squat de Rudy, mais ça peut être pour beaucoup d'exercices, en fin de compte. Et comment est-ce que toi, bon, Rudy, c'est un garçon qui a eu une croissance extraordinaire. C'est un garçon que tu as eu en préparation physique à Cholet. Et en fait, comment est-ce que tu prends donc en charge un garçon qui a une croissance extraordinaire? Bah là, alors comment on en revenait? Parce que moi, je crois que j'ai vu cette vidéo justement de Rudy. Ouais, Bon, Rudy, c'est un bosseur, hein. Donc voilà, c'est un gros bosseur, mais de dire que les genoux dépassent la pointe de pied, bah oui. Et il faut savoir que c'est pas obligatoire. Souvent on entend dire, il faut pas que les genoux dépassent la pointe des pieds, mais c'est faux, ça, c'est une légende. C'est complètement une légende. Ça dépend comment tu es fait, ça dépend la morphologie, ça dépend la longueur de tes segments. Pour certains, eh ben, il va falloir justement, de toute façon, le mouvement pour qu'il soit propre va obligatoirement amener tes genoux vers l'avant. ouais, On va dire le bassin, parce que souvent les gens ils imaginent le bassin et les genoux. Non, non, non. C'est-à-dire que toute la position est bien, mais la longueur des fémurs et la longueur des tibias et tout ça ouais, fait que bah oui, ça avance forcément, et puis il n'y a pas de problème là-dessus, et surtout il n'y a aucune incidence sur les genoux, je sais pas quoi. C'est comme cette vieille légende de dire qu'il faut faire que des demi-squats ou des quarts de squat, je sais plus. ouais, Euh, non, maîtriser d'abord le squat complet. Maîtriser déjà le squat complet, ouais, essayer de maîtriser le squat complet. Et à partir de là, on travaille sur les mobilités, on travaille sur l'amplitude, on travaille sur beaucoup de choses. Donc voilà, et après sur la charge, bon, sur la charge, il sait exactement lui où il est parce qu'il est suivi, parce qu'il y a une ouais, méthodologie, parce que, voilà, et que son délire à lui, c'est pas de se blesser, ça c'est sûr. Mais après, bah, pour amener justement les gamins qui ont une croissance un peu extraordinaire, bah c'est tout ce qu'on a dit depuis le début, en fait. C'est analyser morphologiquement comment ils sont, c'est leur expliquer le placement, l'importance du bassin, l'importance de la respiration, la maîtrise du dos. Voilà. En aucun cas, dans tout ce que je viens de te dire, je n'ai pas parlé d'un exercice de musculation, je n'ai pas parlé d'une charge, je n'ai pas parlé de tout ça. J'ai appris à comprendre, à analyser qui on est, comment on est, pourquoi on fait ça. Pourquoi avec mes longs fémurs ou pas, j'arrive pas à faire un squat? Pourquoi lorsque je fais un squat, je tombe par terre? Parce que morphologiquement, tu es comme ça. ouais. Donc voilà, c'est les éduquer, leur faire comprendre, et puis ne pas leur sortir des légendes toutes faites qu'on a vues dans Rocky il y a 40 ans. Et puis on se dit, bah tiens, c'est cool, et puis je vais ressortir ça, quoi. Oui, excellent. Alors, on va finir cette entrevue avec deux questions, dont une, en fait, qui te tenait à cœur quand on a préparé l'interview, c'est le leadership. En fait, on a parlé
tout au long de ta carrière, parce que bon, on est amis depuis 2005, et je me rappelle que les dernières années, en fait, tu as voulu apporter du plus à ce que tu faisais, tu as voulu élargir ton champ d'action, d'où le fait que tu travailles aujourd'hui pour la compagnie Klaxoon, parce que tu développes un leadership en étant au contact d'athlètes de haut niveau, parce que les exigences sont très grosses. Mais dans les questions du coaching actuel, c'est-à-dire on se remet beaucoup en question sur notre façon d'approcher les athlètes. Tu sais, il y a la vieille école qui est peut-être un petit peu plus dure. Je ne veux pas généraliser parce que même avant, il y avait, je dirais, des coachs qui étaient soit en avance ou qui fonctionnaient différemment là-dessus. Il y a des coachs qui sont très orientés sur le cri, l'engueulade pour passer un message. Maintenant, on est en train de dire que ce n'est pas une méthode qui fonctionne, ça. Donc, toi, en termes de leadership, en termes de coaching, c'est quoi ton opinion, en fait, là-dessus? Moi, mon opinion, alors, tu vois, et c'est marrant parce que toutes les questions qu'on se pose, on revient toujours à peu près sur la même dynamique. C'est-à-dire que déjà, chacun est différent. Et que quelque part, un coach doit être capable de s'adapter à la personne qu'il a en face de lui. Ouais. Est-ce que gueuler sur un joueur, ça marche pas? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Si jamais tu le fais sur quelqu'un que ça marche pas, ouais. Toi, tu t'es planté. Et là, tu t'es planté, mais méchamment, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, je pense que déjà, en un, c'est de comprendre qui tu as en face de toi. Ouais. Et après, pour moi, le leadership, la première base, c'est l'humain. Il faut aimer l'humain. Il faut aimer la personne que tu as en face de toi. Alors, l'aimer, c'est pas lui faire des bisous et des câlins. Hein. C'est vouloir le meilleur de lui. C'est essayer de donner de prendre son 100% qu'il peut te donner. C'est, comme je disais, le comprendre et tout ça. Pour moi, vraiment, un leader, il doit avoir cette capacité à ressortir le meilleur des gens. Après, la méthode, comment? Bon, bah là, des fois, c'est discuter avec une personne, des fois, c'est peut-être pousser cette personne-là, des fois, il y en a qui sont dans la réaction, il y en a qui sont. Donc voilà, donc il faut essayer justement de comprendre et d'analyser. Alors, il y a beaucoup de méthodes qui existent pour pouvoir mieux comprendre les gens, mieux les mettre mais j'aime pas ça, mettre dans des catégories. L'humain n'est pas pour être mis dans des catégories. L'humain, il est fait pour être libre. L'humain, il est fait pour être en liberté totale et s'épanouir au maximum. Et c'est juste à toi d'être capable de comprendre qui tu es en face de toi, de donner toute ta confiance, de donner toute ta passion, transmettre la passion. Ça, c'est du leadership. Transmettre une passion à quelqu'un, ça, c'est du leadership. Comprendre les attentes de la personne, ça, c'est du leadership. C'est-à-dire, je suis dans une position active où je vais engager ma passion et je suis dans une position quelque part passive où je vais écouter. Tu as beaucoup de coachs qui n'écoutent pas les joueurs. Tu as beaucoup de coachs qui ne demandent jamais le feedback des joueurs. Qui imposent. Qui imposent. C'est comme ça. Terminé. Ok, ça peut marcher. Ça peut marcher puisqu'il n'y a pas de solution miracle. C'est juste des philosophies qu'on est en train de parler. Et pour moi, c'est un peu tout ça. C'est l'humain, c'est comprendre, c'est être dans l'action, c'est être dans la réception, c'est s'adapter. Je voulais ajouter un truc par rapport à ce que tu es en train de dire et qui est super intéressant. Je vais très certainement l'interroger aussi un jour. Martin Dussault, qui est un entraîneur qui a eu du succès au Québec avec les jeunes, mais qui est surtout un travailleur social reconnu, qui donne des conférences jusqu'en France et tout, et qui disait, lui, il a instauré le contrat d'équipe. Mais attention, le contrat d'équipe que tu bâtis avec ton équipe. Souvent, ce qu'on va comprendre dans un contrat d'équipe, c'est que l'entraîneur va rédiger un contrat et les joueurs vont s'engager à le respecter. Contrat d'équipe, c'est pas ça. Le contrat d'équipe à Jeanne Mance avec Martin et avec toute son équipe, c'est qu'il t'envoie un travailleur social pour qu'avec ton équipe, tu décides d'un contrat d'équipe. Ça change tout. Et en fait, ce qu'ils font, moi je l'ai vécu, ça peut prendre des jours. C'est-à-dire, ils sont à l'école. Donc, on prend le midi, on les fait manger ensemble, mais ça peut prendre 2-3 séances. Et là, tu vas décider de tout. Qu'est-ce que vous pensez de notre équipe? Ça serait quoi vos objectifs? On ne leur dit pas, cette année, on a du potentiel, donc on va finir dans les 3 premiers. Ben non, parce que s'il faut, il y en a un qui va te dire, moi je joue au basket, mais c'est pas le truc que je veux dans ma vie, là. Moi, je veux du fun. Puis des fois, le coach est frustré.
parce qu'il va se dire, lui, il a un potentiel incroyable, je vais en faire un professionnel. Mais il ne veut pas. Ouais, Donc, s'il qu'est-ce veut que pas, ça il va veut pas. donner? De toute façon, c'est toujours le Voilà. problème, hein, c'est que tu peux pas obliger quelqu'un s'il veut pas y aller, même s'il a un gros potentiel. Exactement. S'il adhère au projet, si tu lui fais prendre conscience de quelque chose et que du coup son mindset change, oui. Oui, Mais moi, je reste persuadé qu'il y a des fois, il y a des joueurs, on leur donne justement ce statut aussi de leader. Ils ne l'ont jamais dit eux-mêmes qu'ils voulaient être leader. On leur a mis des ouais, étiquettes. Et du coup, on se retrouve avec des mecs qui ne sont pas du tout heureux dans cette étiquette-là et qui, lorsqu'ils changent d'équipe ou lorsqu'ils jouent avec un leader, se libèrent complètement. ouais. Ça se Mais pour voit même ça, au comme plus tu haut dis, niveau, hein. c'est le feedback, écouter, croire, tout ce que je te disais depuis le début avec Ouais. connaître la personne et tout ça, c'est hyper important pour ne pas se tromper d'objectif avec la personne. Oui, C'est pour l'amener là où elle veut aller, où elle doit aller. Il faut vraiment être en osmose avec les objectifs que nous, on peut avoir en tant que coach, les objectifs que le joueur peut avoir et essayer d'aller dans la même direction. ouais. Toi, tu connais personnellement Éric Girard? Éric Girard? Ouais, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais c'est pas quelqu'un que je côtoie régulièrement, quoi. Tu vois, c'est une personne que En fait, je viens j'apprécie là-dessus. par rapport à plusieurs choses, mais Ouais. Je viens là-dessus parce que moi, je l'ai eu jeune dans un stage. Et ça m'a touché de voir ce qui lui était arrivé. Et ça a hmm, un but dans la question que je viens de te poser parce que je suis tombé sur une émission où il parle de sa maladie. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est une personne qui a eu un cancer et il a eu une trachéotomie. C'est ça, hein. En fait, il parle avec la machine ici. Et donc, pour beaucoup, ça veut dire la mort d'une carrière d'entraîneur. Mais lui, c'est quand même, bon, ça prend un tempérament, mais j'ai regardé son émission, puis il dit, moi, je me suis remis, il a fait une rechute, c'est pour ça qu'ils lui ont fait cette intervention, et il dit, mais même après ça, j'ai eu un moment où ça allait pas forcément, mais je me suis pas avoué vaincu, puis quand je m'en suis sorti, j'ai signé au Portel, où j'ai fait National 1, Pro B, Pro A, avec une machine hmm. pour parler. Lui, là, peut pas crier. Et il a dit, et j'ai trouvé que l'interview était absolument géniale, il dit, ça a développé mon coaching de façon incroyable parce que je devais communiquer des messages d'une façon différente. Je ne criais pas sur mes joueurs, ce qui fait qu'ils m'écoutaient beaucoup plus parce que ça provoque un respect. Ils Mhm. m'écoutaient beaucoup plus. Moi, j'avais une autre approche pour rentrer dans leur tête, pour les comprendre. Et en plus de ça, j'ai appris à déléguer. Il dit parce que quand tu as ce problème, ben, il faut que tu délègues avec tes assistants. Et tes assistants, c'est plus juste tes ramasseurs de balles. Mhm. Ils ont un vrai job là-dedans. Donc, je pense que ça aussi, tu vois, c'est un bel exemple d'une évolution d'un coaching peut-être plus humain. Je ne dis pas que de temps en temps, peut-être bousculer, peut-être, mais encore. Bien sûr, des fois, il faut Pas assez bousculer, avancé dans le bien sûr. coaching pour donner mon avis là-dessus, mais Hmm. Mais tu ouais, vois, moi, par exemple, c'est ça, c'est que pour moi, la picture, ce que j'ai un peu de plus en plus dans les équipes, c'est que on a les joueurs, à l'heure actuelle, on a les joueurs, on a le coach. Ok. ouais, Pour moi, maintenant, mon objectif à moi, et même quand je suis en privé et tout ça, c'est ouais, que les joueurs sont les coachs ouais, et les coachs deviennent les managers des coachs. Tu vois? Et c'est ça, parce que tu responsabilises les joueurs et tout ça. Tu leur demandes pas à faire juste des choses, tu leur essayes de développer, ouais, de les responsabiliser encore plus, de leur faire prendre conscience des choses. Et toi, tu manages. Et ça, c'est ce qu'on peut après se rapprocher de plus en plus vers l'intelligence collective. ouais, Moi, c'est un mot que j'adore puisque bah ouais, on est tous dans la même pièce, on a tous un parcours différent, on a tous une expérience différente, des émotions, des sensibilités, des approches, des visions. Tu peux dire un truc et tu as deux personnes qui vont comprendre deux choses différentes. ouais. Et c'est essayer justement de réunir toutes ces informations-là et d'en sortir le meilleur pour que ce soit quelque part la solution du groupe. Ouais. Ouais, tu vas arriver justement à un global. Bon, il est temps de clore cette entrevue. Euh, un truc, comme on disait, je te disais, c'est peut-être une question un peu fun. Des joueurs que tu as eu la chance d'approcher en NBA, lesquels t'ont le plus marqué et pourquoi? C'est le premier qui me vient, moi, c'est Derrick Rose. Ouais, Ah, ouais. J'ai débarqué en NBA quand il était au summum de sa carrière avant les blessures. ouais, Sur un terrain, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça.
Un mec qui est capable de garder sa vitesse sur des changements de direction comme il faisait avec l'agressivité qu'il avait et tout ça, c'était Ouais, un truc de fou. Alors, ce que ça explique après aussi les blessures qu'il a eues, ouais, ça, je n'ai pas bossé avec, je ne l'ai pas côtoyé, je ne peux pas savoir. Je pense que c'est plus justement, on revenait dans les éducations, mais plus dans l'éducation de la réception après les dunks, à mon avis, parce que tu sais qu'il atterrissait souvent sur une jambe tendue, ouais. alors que logiquement, la réception, c'est toujours mieux que si tu peux la faire sur deux jambes et puis avec une flexion et tout ça. Bon, bref, tu vois, mais vu que je l'ai pas travaillé, côtoyé avec lui, c'est difficile de dire. Mais Derrick Rose m'impressionnait énormément. Bon, Ouais, Kevin Durant, tu vois un mec qui fait combien de 10, de 13, je sais pas, ouais, qui est capable de faire tous les skills qu'il est incroyable qu'il peut faire. Attends, il y a eu qui d'autre qui m'a impressionné Russell Westbrook. Russell Westbrook, pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de faire un été, et on sait, des pick-up games un petit peu partout là. ouais. Et il avait la même énergie, quoi. Ok. Il avait la même énergie, donc c'est lui. Changez C'est jamais. lui. Ouais, change pas, reste comme t'es, parce que c'est toi, quoi, tu vois. T'en as qui essayent de se donner des rôles de mecs qui ont l'énergie, qui l'ont pas, et c'est pas les plus heureux. Soyez qui vous êtes, tu vois. Lui, c'est Mais important. tu vois, je viens juste de te parler de deux, trois trucs et je rebondis sur toutes les questions que tu m'as posées. Mais Ouais, quand on parlait du squat pour les grands, les trucs comme ça, ou voilà, ouais, souvent on dit ouais, les grands, il faut pas faire de squat, ouais, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. On a dit pendant très longtemps que les grands pouvaient pas tirer à 3 points. ouais. Maintenant, ils font que ça. Tu vois, si on fait un parallèle, tout le monde fait ça maintenant parce qu'on leur a donné cette possibilité-là et qu'au final, bon, bah, il n'y a pas trop de limites. Et on revient sur les limites, on revient sur tout ça, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, tu m'as fait penser avec Westbrook au symposium l'année dernière. On avait Charles Dubé-Bré, que tu connais, du Ouais, championnat de France, qui parlait, parce que maintenant il est aux Raptors, et il parlait d'une discussion, mais il était à l'époque avec les Spurs. Hein, il a gagné la Summer League avec les Spurs, et il parlait d'une discussion entre Messina et Popovic. Et Messina disait à Popovic, non, non, avec son expérience Europe, il dit, c'est pas comme ça qu'on défend sur un pic. Et Popovic il disait, mais comment tu défends sur un pic? Et il disait, ben, on défend comme ça. Et il dit un peu la façon dont on fait en Euroleague sans avoir l'inconvénient de la défense illégale. Et, euh, et là, Popovic, je le regarde, il dit, mais dis-toi un truc là. Si tu défends comme ça sur un pic sur Russell Westbrook, 3 semaines après, tu es encore en train de courir derrière pour essayer de le rattraper. Donc, ça m'avait bien fait rire aussi. il y a des adaptations, hein, de toute façon. Oui, Mais, euh, mais juste pour finir sur les joueurs, parce que c'est hors terrain, on va dire, mais j'ai eu la chance, moi, de voir Paul Pierce débarquer aux Wizards. ah ouais, Et en fait, le premier jour, il était arrivé à la salle d'entraînement, j'étais dans la salle d'entraînement. ouais, Donc, il y avait de la musique, il y avait plein de joueurs qui se chambraient. Bon, tu connais l'ambiance basket et tout ça. ouais. Tu vois, le bordel partout, machin. Et je me rappellerai tout le temps de ça parce que le jour où Paul Pierce a mis le pied dans la salle, il y a eu un blanc. Ouais. C'était c'était la prestance, c'était le charisme qui débarquait, tu vois, c'était la légende qui arrivait. Boum, il a ouvert. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas pu rester dans la salle parce que je faisais pas partie du staff. Ouais, Donc, c'était fini pour moi. ouais. Il a dit non, non, maintenant ça va changer. Mais ça paraissait d'une logique assez Ouais. extraordinaire. Ouais. Donc pour clore, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Je l'ai marqué là, mais juste pour que tu rappelles ou si tu as des nouvelles plateformes ou quoi. Ouais, alors moi, en fait, là, j'ai une nouvelle plateforme. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver. Pour l'instant, c'est pas, ça se met en place. Donc, c'est un peu Ouais, encore un peu difficile d'en parler. Mais bien, très bientôt, en tout cas, vous pouvez me suivre déjà sur les réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est sébastien.j.morin. ouais, Vous me trouverez là. Et puis, toutes les informations arriveront sur ce premier Instagram. Là, en fait, j'ai créé ma propre boîte. En fait, je suis associé, donc sponsorisé avec Klaxoon, qui me propose toute son informatique, son logiciel et son savoir de management mêlé avec le mien sur le sportif, ok, pour pouvoir justement proposer des camps à distance. Alors, je m'entends par là, camps à distance avec un vrai suivi, avec un vrai feedback, ouais, avec de la vraie pédagogie, avec des vraies capsules d'entraînement et tout ça. ok. Donc voilà, il y a tout ça qui va se mettre en place. Ça va être un gros projet. Pour l'instant, ça se met en place. Mais voilà, si vous suivez sur les réseaux sociaux sébastien.j.morin, vous aurez toutes les informations qui arrivent. Ça marche. Bah écoute Seb, je te remercie. Il est temps de se quitter. Ouais, On bah, a moi, eu, tu vois, là maintenant, j'ai juste une séance avec Rodrigue Bobois qui est aux États-Unis.
Ok. Parce qu'on aurait pu parler justement du confinement, de la difficulté du confinement et Oui. tout ça. Et donc là, on a une séance justement qu'on va faire parce qu'il faut que les athlètes restent actifs. Ouais. Et je précise ça parce que c'est un truc qui m'agace en ce moment, mais c'est pas en faisant du fitness ou en faisant des burpees qu'un athlète reste actif. Il Exactement. faut que vous restiez dans votre spécificité, il faut que vous travaillez vos faiblesses, par exemple les mobilités ou les choses comme ça. D'accord. Le fitness, c'est bien, c'est pour le fitness. Nous, on est des athlètes, on a d'autres choses à travailler. Vous avez bâti des corps de basketteurs. Ouais. Ok. Ben écoute, je vais te laisser là-dessus. Et Ouais, c'est un plaisir qu'on se reparlera dans les mois à venir. pas de Euh, soucis, c'est bien, très très ouais. bien. Puis je voulais dire merci à tous les gens qui nous suivent. Et la semaine prochaine, je vais interroger Élise Jobin, physiothérapeute Canada Basketball. Très bien. Bah, je regarderai ça et j'espère que tu aborderas la relation des émotions et du stress sur le corps par rapport à tout ça. Ça, c'est hyper intéressant. Ça. Ouais, on va penser à ça. Sur ce, je vous dis bye bye. Prenez soin de vos familles dans cette période et profitez donc de cette capsule Above the Rim. Salut!